Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour cette conférence Bourse Live que nous n'avions pas eu l'occasion de faire pendant nos deux journées du 23 et du 24 juin, mais on avait très envie de vous parler de l'essor des cryptos dans la finance en général, mais aussi chez les investisseurs particuliers et surtout pour coller à notre thème, le retour de l'Europe, on voulait voir quelle place et quelle relation entretenait le vieux continent avec les cryptos actifs. Et pour aborder ce sujet passionnant, un peu technique, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Benoît Pellevoisin, directeur marketing, communication et relations investisseurs chez CoinShares France. Bonjour Benoît. Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, déjà quelques mots pour nous présenter CoinShares. Avec grand plaisir, donc CoinShares c'est le leader de la gestion d'actifs numériques en Europe. On gère aujourd'hui à peu près 9 milliards de dollars d'encours, ouais. Exactement. Voilà, on a 9 milliards sous gestion. C'est une société qui est en fait assez vieille, qui en fait est au départ l'ex-croissance d'un hedge fund en matières premières et qui en fait dès 2012-2013 a découvert en fait la classe d'actifs, les actifs numériques donc par Bitcoin, et il crée dès 2014 en fait un institutionnel crypto. Aujourd'hui, on est notamment extrêmement connu pour nos ETP crypto en Europe, et on gère dès 2014. Donc, dès 2014, exactement. Okay. Et aussi, ce qui nous distingue de beaucoup de nos concurrents et on va dire des acteurs en général de l'industrie, c'est qu'on est une société cotée en bourse, on est sur le Nasdaq Stockholm, puis prochainement, on espère bientôt aller aux États-Unis. Bon voilà, côté en tout cas sur le Nasdaq Stockholm. Benoît, on va pas refaire, on n'a pas le temps pour ça, toute l'histoire des cryptos, la naissance du Bitcoin qui conserve d'ailleurs toujours aujourd'hui une part de mystère. Hein. Ce qu'on peut dire quand même, en tout cas le sentiment qu'on a, c'est que l'adoption de cet actif, elle n'est peut-être pas allée aussi vite, aussi loin en Europe qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un petit peu cliché? Est-ce que là aussi peut-être on a un petit peu de retard? Ben effectivement, c'est pas juste un constat, c'est véritablement un constat d'échec, on va dire. Si on regarde aujourd'hui l'adoption aux États-Unis, c'est à peu près 28% des Américains sont aujourd'hui exposés à la classe d'actifs. Tandis que quand on regarde la moyenne européenne, on est autour de 9-10%. Donc effectivement, il y a un retard en fait dans l'adoption de la classe d'actifs. Et ça s'explique de plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est d'expliquer cela par la sophistication en fait des investisseurs américains qui sont, de par le système, notamment d'épargne, le système de retraite américain, invite à la sophistication des investisseurs, notamment particuliers. Et c'est un chiffre que je trouve toujours intéressant. Si on regarde aujourd'hui, 50% des Américains sont investis en actions. Si on prend la France, c'est 10%. Donc déjà, on voit, c'est x5. Le fossé est énorme. Le fossé est énorme. Donc déjà, il y a cette appétence en fait pour des produits peut-être un peu plus volatiles, pour de l'innovation de la part d'investisseurs américains. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est importante, c'est il y a des leaders aujourd'hui américains qui sont des leaders mondiaux qui ont facilité en fait l'accès à cette classe d'actifs par la confiance, par des logiciels, des services faciles d'accès. Et puis après, il y a évidemment ce qui s'est passé l'année dernière avec l'arrivée des ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, validés par la SEC, qui a accélérer ça, en fait, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'ETF Bitcoin de BlackRock, c'est à peu près 80 milliards en fait, d'encours sous gestion. C'est l'ETF qui a généré le plus en fait, d'encours en si peu de temps. C'est l'ETF qui a le plus de succès dans toute l'histoire des ETF. Donc, et l'Europe, de l'autre côté... Tout l'écosystème s'est mis en place super vite, je vous écoute. Alors, oui, on va dire que ça s'est mis en place, et puis surtout, les Américains ont réussi à créer des espèces de leaders, je reviendrai dessus, mais qui aujourd'hui inspirent confiance. Tandis qu'en Europe, on va dire que il n'y a pas un problème d'adhésion de la part de l'investisseur, il y a un problème plutôt d'intermédiation. On va dire qu'il y a une frilosité des banques depuis très longtemps. Il y a une frilosité des institutionnels aussi vis-à-vis de la classe d'actifs assez rapide, qu'on voit encore malheureusement. Des régulateurs aussi, on pourrait dire. Des régulateurs, voilà, les régulateurs, en gros, si on fait très simple, il y avait un manque d'unification, on avait des régulateurs qui avaient des approches complètement différentes. Et au final, qu'est-ce que ça a donné? Donc ça a donné un marché fragmenté avec des investisseurs qui peut-être voulaient en fait s'exposer à la classe d'actifs mais qui n'avaient pas les moyens de le faire en fait tout simplement parce que où c'était très compliqué, où ils faisaient via des plateformes pas forcément régulées offshore. Mais on peut être un peu optimiste. Enfin, je veux dire, ce qu'on est en train de faire ensemble avec Boursorama, c'est un exemple, mais il y a aussi énormément aujourd'hui de banques qui sont en train de se positionner en Europe sur l'accès aux cryptos via des produits régulés notamment, et ça va nécessairement faciliter l'accès, on espère, pour l'investisseur européen.
Question aussi, parce que ça détermine beaucoup le développement des cryptoactifs. Quelle est la relation des grandes puissances, des différentes grandes puissances avec les cryptoactifs, si je prends États-Unis, Europe, et puis Asie-Pacifique c'est ça qui est intéressant des cryptos, c'est qu'en fait, quand on regarde, c'est des problèmes économiques mondiaux, globaux, où on voit des approches très différentes qu'on peut retrouver dans d'autres aspects économiques, tout simplement. Si on prend l'Europe, si on prend les États-Unis, si on prend la Chine, on va dire, l'Europe, c'est une approche comme d'habitude, très normative, on va réglementer. On va réglementer, mais parce que, comme on l'a expliqué, il y avait un besoin d'unifier, de créer cette espèce de socle commun, c'était véritablement nécessaire. Et c'est par MiCA, en fait, donc là, qui a été voté, qui a été mise en place il y a quelques mois, et donc aujourd'hui, il y a un socle commun pour les actifs numériques en Europe. De l'autre côté, on a les États-Unis avec une approche toujours très intéressante et qui a permis de faire émerger des leaders, qui est une approche, on va dire, de laisser-faire et d'observation, avec de temps en temps un scepticisme de la part des régulateurs. Ça a créé aussi des accidents comme FTX, on s'en rappelle. Mais au final, qu'est-ce que ça fait ? Peut-être brièvement pour les gens qui ne seraient pas familiers de cette plateforme qui a défrayé la chronique. Voilà, une plateforme il y a 2 ans et demi de cela, en fait, qui était le leader, qui avait été notamment, comment dire, on avait fait ses louanges de la part de tous les institutionnels, les plus grands capital risqueurs du monde avaient investi dans cette société. Puis on s'est aperçu, en fait, que cet échange de crypto, en fait, il n'y avait aucune comptabilité, rien n'était... Et ça reposait sur du sable, quoi. Donc aujourd'hui, le fondateur de cette société est aujourd'hui en prison. Mais voilà, donc le régulateur n'a pas forcément protégé aux États-Unis. Et puis, il faut qu'on soit clair, l'arrivée en fait de l'administration Trump aussi a changé complètement la donne. D'une part, ils se sont dit... Pardon de l'expression, mais hyper chaud a priori sur les cryptos. Mais en fait, je pense qu'on va l'évoquer plus tard sur les stablecoins, mais ils ont aujourd'hui une volonté de développer une stratégie de souveraineté technologique. Elle marche sur 2 jambes, les cryptos et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ça se voit, en fait, on le voit dans notre industrie très concrètement. Il y a quelques semaines, en fait, ils ont validé, ils ont créé un cadre commun, un socle commun réglementaire pour les stablecoins. Là, ils sont en train de réglementer cette semaine sur les cryptos, ce qu'ils n'avaient pas encore fait. Donc, ça montre leur retard. Mais au final, ça a permis justement de faire créer ces géants. Et on a des géants comme Coinbase, Kraken, Circle, qui sont des géants américains aujourd'hui, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc ça, c'est quand on regarde les États-Unis, c'est extrêmement intéressant. Et puis la Chine, qui a une approche toujours qui est extrêmement pragmatique mais floue. C'est-à-dire que normalement en Chine aujourd'hui, on n'a pas le droit d'acheter de crypto, on n'a pas le droit de miner de crypto. En revanche, ils ont Hong Kong, qui est cette espèce d'ex-croissance en fait. Aujourd'hui, il y a des acteurs chinois qui sont des géants, des échanges gigantesques en fait de crypto, et puis les Chinois peuvent accéder et s'exposer à cette classe d'actifs via Hong Kong. Donc en fait, si on fait très simple, on a l'Europe qui a une approche normative, les États-Unis une approche plus subsidiaire, on va laisser faire le marché, quitte à faire naître des géants et puis réglementer dans un second temps, et la Chine qui va en fait avoir un rapport plutôt, on cherche pas à contrôler les écosystèmes, mais on veut toujours avoir un peu la main dedans quand même. Justement, on va se recentrer sur l'Europe. L'Europe qui n'est pas forcément une zone homogène. Comment la crypto a pénétré, j'ai envie de dire, les différents marchés européens? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en pointe, où la crypto est allée plus vite? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont au contraire sur le frein à main? Comment ça se distingue? Alors c'est encore très intéressant. Qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est une mosaïque de culture, une mosaïque de culture d'investissement, mais aussi une mosaïque réglementaire. Et jusqu'à MiCA, c'était le cas. Et donc, on avait en fait des régulateurs qui avaient des approches très différentes. La France était plutôt très en avance, en fait, très ouverte, en fait, faut l'admettre. Et la conséquence, c'est que beaucoup de géants de la crypto ont installé leur siège social européen en France. L'Allemagne a une approche plus conservatrice, mais très structurée, en utilisant des réglementations existantes pour faire rentrer la crypto dans des instruments financiers reconnus. Et puis après, on a des régulateurs, on ne va pas les citer, mais soit qui étaient indifférents, circonspects, voire clairement opposés. Donc là, l'intérêt de MiCA, c'est qu'en fait, ça permet d'unifier tout cela. Et on l'espère, en fait, passer de cette mosaïque réglementaire à quelque chose de plus simple et avec des régulateurs qui vont avoir les mêmes approches. La question que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, on a en gros MiFID, qui est la réglementation plutôt financière traditionnelle, des instruments financiers traditionnels, et MiCA de l'autre. Et en fait, on imagine bien qu'il y a une hybridation qui est en train de se faire. Donc, même les régulateurs, comment vont-ils à la fois gérer MiCA, vont-ils gérer MiFID?
comment va-t-on faire pour... Il y a des incohérences, il y a des choses par exemple qu'on peut faire dans MiCA, qu'on ne peut pas faire dans MiFID et vice-versa. Donc comment ces choses-là vont s'intriquer, c'est le grand sujet. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que, comme je le disais, on voit des banques européennes qui commencent à s'intéresser très fortement. C'est plus juste le petit département recherche et développement. Oui. Là, il y a un socle commun et elles se disent, ben non, maintenant je vais donner l'accès. Justement, on parle beaucoup de MiCA là, depuis le début de cet entretien. Les gens qui nous regardent disent, bon, j'ai peut-être entendu parler de ce règlement. Qu'est-ce qu'il apporte? Quelles sont les grandes règles du jeu qu'il fixe pour les cryptos? Les grandes règles du jeu, déjà, c'est de se dire tout simplement, en fait, c'est une typologie d'actifs numériques, très simple. Et on va créer une réglementation claire. Comment ces actifs doivent être gérés, comment les intermédiaires qui les distribuent gèrent ces actifs, etc. Mais comme ce que je trouve très intéressant, je le dis toujours, c'est aux États-Unis, ils ne se sont jamais dit c'est des actifs à part entière, c'est une classe d'actifs à part entière. Ils se sont dit au contraire comment je fais rentrer ça dans mes réglementations existantes. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, JP Morgan se lance sur les cryptos, permet des prêts collatéralisés par des cryptos. BlackRock, on l'a vu avec l'ETF Bitcoin. Donc en fait, l'approche américaine de se dire... Prêt collatéralisé, juste pour que tout le monde comprenne, c'est qu'on peut faire un prêt et en garantie, on peut mettre des cryptos. Exactement, c'est Bitcoin, exactement. Donc JP Morgan qui est en train de faire ça. Donc quand on voit cette approche-là, en fait, on voit aussi, on a des acteurs crypto-natifs géants, des Coinbase par exemple, et de l'autre côté, on a des très gros acteurs de la finance mondiale qui sont en train aussi de sauter le pas. Justement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée pendant ces bourses live. Est-ce que l'Europe permet encore d'innover? Est-ce que ce règlement-là, c'est un frein à l'innovation ou en tout cas au développement de la crypto? Ou est-ce que finalement, en donnant ce cadre unifié, ça peut être un atout pour l'avenir? Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai toujours tendance à dire l'Europe crée des lois, les États-Unis créent des leaders. Ouais. On a pas mal parlé effectivement sur la table ronde aussi. C'est un peu la problématique, c'est-à-dire que MiCA c'est super, c'est un bijou réglementaire, c'est un Airbus réglementaire, mais il lui manque un espèce de réacteur industriel, on va dire, c'est-à-dire des gros acteurs. Et aujourd'hui, ces problématiques, ce n'est pas la réglementation qui va les régler, c'est plutôt la question du capital risque, l'unification des marchés de capitaux. On avait déjà parlé ensemble auparavant, mais c'est vraiment des sujets, c'est ça qui va faire naître les géants. La réglementation, elle arrive toujours à la fin, ce n'est pas la réglementation qui crée du business. On met un peu la charrue avant les bœufs, quand je vous ai dit. On met la charrue avant les bœufs, mais parce qu'on a besoin, typiquement, on l'a vu, il y avait une mosaïque réglementaire, il fallait unifier, il fallait simplifier. Mais ce n'est pas aujourd'hui ça qui va créer un leader, qu'on soit très clair. Cette question aussi, puisqu'on va regarder aussi l'avenir, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le développement des stablecoins. Est-ce que la finance européenne, on a parlé de ce règlement, on a parlé aussi de comment ça s'était développé, elle est prête à s'ouvrir davantage, et il va falloir d'ailleurs nous expliquer là aussi ces concepts pour les gens qui ne sont pas familiers, à ce qu'on appelle la tokenisation des actifs et aux stablecoins. Déjà expliquer un petit peu à quoi ça correspond ces deux mouvements. En fait, qu'est-ce que c'est un stablecoin? Pour faire très simple, c'est une monnaie fiat, fiduciaire traditionnelle de l'euro, du dollar, mais qui est blockchainisée, donc qui est disponible sur la blockchain. Donc le gros sujet, en fait, c'est qu'est-ce qui collatéralise en fait cette espèce de jeton que j'émets sur la blockchain véritablement. Qu'est-ce qui fait que le dollar que j'ai sur la blockchain, il y a vraiment un dollar derrière? C'est le gros sujet. Très clair. Donc en fait, on a des approches encore extrêmement différentes. Là, en revanche, on peut le dire, les États-Unis ont clairement compris l'enjeu. D'accord. En fait, ils se sont dit, c'est un enjeu de souveraineté monétaire. Enfin, pas plus, pas moins. Aujourd'hui, le stablecoin dollar, c'est 95% des volumes en fait, sur une blockchain. Enfin, 95% des volumes en stablecoin sont en dollars sur la blockchain, c'est énorme. L'euro, c'est à peine 4% ou 3%. C'est ridicule. Et la force, en fait, pourquoi c'est en fait un moyen de souveraineté monétaire, c'est ça permet aux États-Unis, d'une part, de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à du dollar, peu importe où il habite. D'une autre part, ça facilite les transactions, donc en fait, ça facilite le business en dollars. Et puis, une dernière chose, c'est que c'est collatéralisé avec de la dette américaine. Donc, quand vous achetez en fait un stablecoin en dollars, vous achetez en fait des T-bills, de la dette américaine. Donc, ils l'ont bien compris, c'est un moyen de vendre leur dette. Et ça, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, ils en ont effectivement besoin. Et c'est ça le génie et la force politique aujourd'hui. Il y a une vraie stratégie américaine sur pousser les stablecoins. L'Europe, on va dire, MiCA aujourd'hui, dans MiCA, il y a une régulation extrêmement complexe qui fait que ce qu'on appelle un stablecoin systémique, je ne sais plus de combien de milliards, 60% de ces réserves doivent être en cash. Donc concrètement,
ce stablecoin ne permet pas d'investir, donc il ne permet pas à celui qui émet de gagner de l'argent à travers ce stablecoin, mais aussi on ne sait pas comment il serait collatéralisé, est-ce qu'il va être collatéralisé avec de la dette française, est-ce qu'il pourrait être collatéralisé avec de la dette allemande, enfin, c'est aussi la question que ça pose, donc ça pose la question... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce stablecoin, voilà, et donc ça pose la question toujours de l'unification, non pas des marchés de capitaux, des marchés obligataires européens et de tous les sujets autour de cela. Et donc, de l'autre côté, on a la BCE qui, elle, a une approche extrêmement verticale, qui est de dire, nous, on va créer un euro numérique, qui va sortir en 2026, 2027 ou 2028, je sais même. Juste pour du B2B, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, pour les institutions financières. Mais on ne comprend pas très bien la stratégie, en fait. Une stratégie de souveraineté monétaire, qu'est-ce que ça va permettre de plus? C'est pas encore extrêmement clair. Et puis, les derniers, c'est les Chinois qui ont aussi une autre approche du stablecoin avec le yuan numérique, où eux, vous le savez probablement mieux que moi, aujourd'hui, il y a une hybridation entre le bancaire et en fait les plateformes en Chine. 99% je crois des Chinois ont accès à de la fintech via les plateformes et 20% des Chinois ne sont pas, par exemple, bancarisés. Et donc, en fait, cette hybridation, elle fait quoi? Aujourd'hui, tout le monde échange du yuan numérique, c'est-à-dire que même un fournisseur vietnamien, il va pouvoir payer une entreprise chinoise via du yuan numérique, via son WeChat, quasiment instantanément. Et là, vraiment, la stratégie chinoise avec le yuan numérique, c'est surtout de pouvoir créer une espèce de zone commerciale en yuan numérique autour d'elle et donc créer une espèce de zone économique privilégiée. Donc en fait, on a trois stratégies. Enfin, on va dire surtout deux stratégies. Une stratégie de souveraineté monétaire par les Américains pour vendre en fait, leurs dettes, si on simplifie. Les Chinois, un moyen vraiment de développer une zone économique qui lui appartient, sur laquelle elle a du pouvoir via sa monnaie. Et puis l'Europe qui a une approche encore très verticale qui vient de la BCE et une régulation qui ne permet pas aujourd'hui aux acteurs bancaires ou même aux startups de se dire je vais créer un stablecoin demain. Et on le voit, quand je vous disais 95%, 5% en euros, ça montre le peu d'appétence aujourd'hui pour des acteurs privés d'aller vers cette nouvelle activité. Donc quand je vous écoute, on est déjà, en tout cas dans ce domaine précis, en train, je ne vais pas dire de louper le virage, mais de prendre du retard, c'est ça? Je ne veux pas être pessimiste parce que j'ai plutôt l'Europe chevillée au corps, donc, mais j'ai plutôt tendance que là on l'a carrément loupé le virage. D'accord, on l'a loupé, soyons clairs. On l'a loupé, mais j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement des questions réglementaires, c'est des questions structurelles de l'Europe, on l'a dit, le capital risque, etc. Mais il y a des moyens. Alors justement, voilà, j'aimerais qu'on termine peut-être avec des pistes, des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire là, en 2025, pour peut-être rattraper le retard et peut-être, pourquoi pas, trouver même des voies innovantes de développer les cryptos chez nous? Mais écoutez, c'est une excellente question. On a déjà les talents, donc ça faut le dire. On a un secteur bancaire extrêmement respecté, extrêmement solide. On a une transparence aussi extrêmement respectée des lois. Donc quand même, tout ça crée un environnement sain. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le rapport l'État et le rapport Draghi d'unification des marchés de capitaux. On en a énormément parlé. J'imagine c'est un petit peu... Enfin, tout le monde en parle. Le lire, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Ouais, exactement. Tout le monde veut ça, exactement. Donc ça, c'est la première chose à faire, évidemment, qui est un énorme enjeu. Deuxième enjeu, c'est la même chose pour le marché obligataire. Comment on crée un espèce d'eurobond? Donc c'est une vraie question. Donc il y a plusieurs propositions. Je pense que vous avez entendu parler les green bonds et les red bonds qui permettraient aux gens d'investir dans vraiment des bonds collatéralisés par tous les pays nations membres, européennes, tous les pays membres, exactement. Et puis après, d'autres bonds seraient plus sur des obligations nationales. Ça, c'est des choses qui sont nécessaires. Je crois qu'il y a une troisième chose, on a beaucoup parlé de ça, c'est le capital risque. Comment on fait demain pour avoir des géants du capital risque qui sont capables de déverser des centaines de millions dans des acteurs? Il ne faut pas l'oublier, on prend l'exemple de Mistral, mais Mistral aujourd'hui c'est que des investisseurs américains, en fait, tout simplement. Donc ça c'est un sujet, comment on est capable de prendre des risques, de déployer, donc créer des espèces de géants européens du VC. Il y a autre chose qui me paraît extrêmement intéressant, c'est on pourrait imaginer demain un système de PEA européen tokenisé, mais uniquement l'avantage fiscal serait... Il va falloir nous expliquer. PEA européen tokenisé. Allez, petit explication. C'est pas très compliqué, ce serait la même chose, c'est j'aurais accès concrètement à des actions européennes, mais à l'inverse, ces actions ne seraient pas émises par un système financier traditionnel, un échange traditionnels comme Euronext, mais sur la blockchain. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ces PEA tokenisés, en fait, l'avantage fiscal soit uniquement sur des produits
émis par des gestionnaires d'actifs européens. Donc là, on va pousser nécessairement les gestionnaires d'actifs européens type Amundi, etc., à se dire je vais aller vers cette nouvelle technologie, je vais émettre ces tokens et je vais permettre aux gens de profiter de l'avantage fiscal par mes produits, en fait, par mes produits tokenisés. Il y a une autre chose qui peut être très simple, c'est sur les stablecoins. En France, on n'a pas ce problème parce que la manière dont la fiscalité est faite sur les plus-values, c'est différent de ce qu'on a par exemple en Allemagne. En Allemagne, dès que je fais un échange, je dois payer ma plus-value sur l'échange sur la blockchain, en fait. Tandis qu'en France, c'est dès le moment où je suis passé de crypto en euros, en monnaie fiduciaire euro, mais on pourrait imaginer que pour inciter l'utilisation en fait, des stablecoins euros, si vous utilisez des stablecoins euros quand vous faites une plus-value, peut-être que l'avantage fiscal est moindre. Est meilleur, pardon. Meilleur, ouais. Donc justement, on favoriserait de cette manière-là l'usage des stablecoins. Je pense qu'il y a autre chose à imaginer qui serait intéressant. C'est aujourd'hui, la crypto, il faut le comprendre, c'est quelque chose, notamment le Bitcoin, c'est l'or numérique, donc il y a un avantage de se dire je vais investir sur le long terme, mais comment on fait, ou parce que c'est possible dans les réglementations, comment on fait demain pour que les assureurs en proposent dans leur assurance vie, notamment des ETN Bitcoin ou des ETN Ethereum. Donc il y a énormément de choses à imaginer, mais je pense que il faut, je ne sais pas s'il faut être dans une démarche de protectionnisme européen, mais il va falloir trouver des moyens qui incitent à la fois les très grands acteurs bancaires, les très grands gestionnaires d'actifs, à se dire je vais vers la tokenisation, je vais vers les stablecoins, je vais permettre l'accès aux cryptos à mes clients. On avait vu que les ministres européens, un gros préduit de ministres européens, voulaient développer un nouveau label, Finance Europe, justement. Vous avez le sentiment que ces sujets-là, ça infuse quand même, si je puis dire, au niveau des discussions des différents responsables européens? Ces idées-là, vous les avez. Je pense que les acteurs de la place les poussent. Vous sentez la réponse du répondant en face? Très sincèrement, je ne suis pas capable aujourd'hui de répondre à cette question parce que je sens que ce n'est pas la préoccupation principale. Qu'on soit très clair, aujourd'hui, la situation géoéconomique mondiale, elle fait qu'il y a des priorités plus importantes, le financement de la défense, on a parlé de l'unification des marchés de capitaux, la perte de compétitivité de l'Union européenne, ça touche à ces sujets-là, mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se focaliser sur d'autres choses et ça reste en périphérie. Mais il ne faut pas ignorer que je pense que de telles solutions faciliteraient l'accès, en fait, tout simplement à la crypto et surtout permettrait de faire naître des géants. On a raté un virage, mais il y en a d'autres en fait dans cette compétition. Donc à nous maintenant de faire le job. L'enjeu, c'est comment on passe d'une logique de prudence, ce qu'on a été beaucoup, à une logique de puissance. Et c'est, je pense, que tout ce qu'on demande en tant qu'Européens. Jolie formule, ça, passer d'une logique de prudence à une logique de puissance. Benoît, l'investisseur individuel qui nous écoute là, et qui peut-être, parce qu'on a un sujet qui, on va le dire, est extrêmement cristallisant. D'un côté, vous avez les pros convaincus par l'intérêt du Bitcoin, de l'autre, les gens qui sont extrêmement prudents, on voit encore, qui trouvent que ça n'a aucun intérêt. Nous, on va parler à l'investisseur pragmatique, celui qui est entre les deux, qui est peut-être pas complètement acquis à la cause et qui est peut-être pas non plus complètement réticent. Comment on peut aujourd'hui, à la lumière de tout ce que vous dit, investir de façon plutôt pragmatique sur les crypto-actifs? Alors je suis très content que vous me demandiez. CoinShares, depuis le départ, on a toujours une approche d'institutionnel et donc un rapport, on va dire, je dirais presque de financier scientifique à la classe d'actifs et notamment à Bitcoin. Déjà, on va juste parler de Bitcoin parce que je pense que c'est la première chose à faire parce que toutes les cryptos ont des particularités différentes, mais Bitcoin est assez évident dans sa proposition de valeur. Donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc en fait, on vend de la rareté. L'émission tous les 4 ans, elle est de plus en plus difficile. Donc on baisse en fait l'inflation en fait, de l'émission de tokens. Et aujourd'hui, par exemple, l'émission de Bitcoin, l'inflation de Bitcoin est plus basse que l'inflation de l'or. D'accord. En gros, aujourd'hui, acheter du Bitcoin, ce sera toujours plus rare que de l'or. Enfin, l'or, il y en a à profusion dans l'univers, on pourra toujours en trouver. Donc nous, notre approche, c'est de dire, l'enjeu, c'est comment vous construisez un portefeuille global avec des obligues, des actions, etc. Donc notre équipe de recherche, depuis maintenant 5-6 ans, en fait cet exercice. Ils ont pris au départ un portefeuille 60-40 qui est aujourd'hui relativement obsolète, on le sait tous. Et puis ils se sont dit, on va mettre entre 1 et 7% de Bitcoin, on va voir, et on va rebalancer en fait tous les trimestres pour voir ce que ça donne. Et à chaque fois, en fait, ça a fait exploser la performance en fait du portefeuille en termes de ratio de Sharpe, en termes de volatilité, etc. Et quand on regarde sur d'autres types de portefeuilles classiques, type le Ray Dalio portefeuille, le All Waiver de Ray Dalio, le Harvard Endowment, si on fait ces exercices-là et qu'on met toujours 4%,
on est toujours, avec ce rebalancement trimestriel, on est toujours gagnant. En fait, Bitcoin, comme j'aime à le dire, c'est si vous n'aimez pas la volatilité, la question c'est pas de ne pas en mettre, c'est d'en mettre combien. Oui. Voilà, c'est la taille qui compte. En fait, si on fait très simple, c'est la taille qui compte. Si vous voulez beaucoup de risques, vous en mettez beaucoup. Si vous n'en avez pas très peu de risques, vous mettez 1%. Voilà. L'essentiel, c'est de rebalancer régulièrement. Et c'est une statistique que j'aime beaucoup en Allemagne. En Allemagne, en fait, on s'est aperçu que les gens qui avaient de la crypto, notamment des ETN crypto, étaient extrêmement exposés à la crypto. Parce qu'au départ, ils en ont mis un tout petit peu. Mais il y a eu une telle croissance et ils n'ont jamais fait ce travail de rebalancement qu'ils se retrouvent avec des portefeuilles à 30-40% de leur portefeuille en crypto. Mais parce qu'en fait, ils ont dit, bon, ça marche tellement bien. Ça marche bien quand même. Mais moi, ce que je retiens, c'est plutôt l'essentiel, c'est de rebalancer, de faire ce travail. Et dernière chose, n'investissez pas tout d'un coup, investissez régulièrement. Les versements programmés. Hein, programmés, voilà, exactement ce que vous avez, toutes les semaines, tous les mois, parce que ça va lisser votre investissement. Et puis après, sur les autres cryptos, là, je pense que l'essentiel, c'est plutôt d'essayer un peu de creuser les sujets. On a d'ailleurs écrit des articles sur le site de Boursobank pour expliquer quelles sont leurs propositions de valeur, notamment Ethereum et Solana, c'est la finance de demain. On a parlé de stablecoin, on a parlé de tokenisation d'actifs. Mais ça se fait sur ces blockchains-là. Donc si vous pensez que c'est l'avenir, typiquement, il faut regarder si ça a du sens d'inclure ça dans votre portefeuille. Moi, je retiens, l'essentiel n'est pas de savoir s'il faut en avoir ou pas, mais combien. Peut-être une autre question aussi pour finir, entre les gens qui se disent, là, on a parlé d'ETP, donc de produits indiciels. Les gens qui se disent, entre la détention directe et puis ces produits-là, est-ce qu'il faut faire un choix? Est-ce que les deux sont complémentaires? Comment ça peut se passer? En fait, si on simplifie, il y a 3 manières d'en avoir. C'est soit j'en ai sur un échange, typiquement un Coinbase, soit j'en ai moi-même, je possède moi-même et je fais moi-même ma sécurité, ou soit j'en achète via un crypto ETN sur Boursobank, typiquement. L'échange, très bien, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que les frais ne sont pas toujours évidents. C'est pas aussi... On va dire que la finance crypto n'est pas aussi transparente que la finance traditionnelle. Et puis vous ne savez pas en fait véritablement si l'échange en fait est véritablement collatéralisé. On peut le savoir sur les très grands échanges comme par exemple Coinbase, qui est une société cotée en bourse, donc, qui a pignon sur rue et qui en fait tous les trimestres publie ses résultats, etc. Bien sûr. Évidemment. Deuxième élément sur le posséder soi-même. L'enjeu c'est la sécurité. C'est compliqué. Comment je gère mes clés privées. Il y a des histoires incroyables avec ça, des drames personnels. Des drames personnels, des gens qui ont perdu leurs clés privées, etc. Et puis il y a toujours des questions de mise à jour de mon portefeuille crypto, qui peut être complexe. Ça s'adresse vraiment à, si je peux me permettre, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes dans le monde, peut-être un peu plus, mais voilà, les gens qui sont vraiment dedans. Et puis, il y a l'intérêt des ETP ou des ETN crypto, c'est que je les mets dans mon portefeuille. Donc, en fait, je vois ce que j'ai en action, je vois ce que j'ai en oblique, je vois ce que j'ai en crypto. Et là, j'ai aucun effort à faire. Je mets juste le code ISIN et j'achète ou je vends. Voilà, la simplicité. C'est hyper simple et j'ai tout au même endroit. C'est ça l'intérêt. Et surtout, ça a de plus en plus de sens puisque en fait, cette classe d'actifs est en train de s'institutionnaliser. Et les institutionnels, ils vont vers des enveloppes ou des produits financiers dont ils sont familiers. Voilà, réponse très claire, explication passionnante sur la place, le rôle des cryptos en Europe. On a loupé un virage, ne loupons pas peut-être les prochains. Explications éclairantes de Benoît Pellevoisin, directeur marketing, communication et relations investisseurs chez CoinShares. Merci beaucoup Benoît. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Bourse Live. Et puis je vous incite, si vous ne l'avez pas fait, tous les replays sont disponibles sur le site de Boursorama. On vous mettra le lien en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt.